Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei, en collaboration avec le podcast The Future of Our Third Places et le sociologue Antoine Buret, auteur du livre Nos tiers-lieux, défendre les lieux de sociabilité du quotidien. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un lieu en particulier, ni d'un type d'activité, mais d'une période, celle du Covid-19. Tout d'abord, il faut rappeler qu'à Taïwan, les choses se sont passées de manière assez différente de la France. Étant donné que Taïwan avait l'expérience du SRAS en 2003, le gouvernement a pris très au sérieux les premiers signaux d'alerte en Chine. Il faut dire que le fait que les Taïwanais parlent aussi mandarin leur permettait d'avoir accès aux sources plus facilement et que le gouvernement de la présidente Tsai Ing-wen ne faisait pas très confiance au gouvernement chinois. Taïwan a donc décidé dès la fin janvier 2020 de suspendre tous les vols aériens avec la Chine. À partir du mois de mars 2020, Taïwan a aussi imposé une quarantaine pour toute personne en provenance de l'étranger jusqu'en octobre 2022. Alors que plusieurs pays enregistraient de nombreux cas de Covid à travers le monde, Taïwan était épargné et n'enregistrait que quelques cas sporadiques. Le pays n'a donc jamais eu recours au confinement de toute la population. Toutefois, en mai 2021, alors que la situation s'améliorait ailleurs dans le monde, le gouvernement taïwanais, ayant repéré quelques dizaines de cas, a décidé de prendre des mesures pour limiter les interactions sociales pendant environ 2 mois. Télétravail encouragé, enseignement à distance, fermeture des restaurants ou mise en place de règles de distanciation sociale tellement strictes que les plus petits restaurants et ceux qui attiraient les clients pour leur atmosphère et ne faisaient pas de plats à emporter ont rencontré de très graves difficultés. Tout cela a profondément affecté l'économie. L'Association nationale des petites et moyennes entreprises a tiré la sonnette d'alarme en juillet 2021, estimant qu'au moins 3700 PME, en particulier des restaurants, avaient mis la clé sous la porte en 2 mois. On pense notamment à la maison de thé Jouyi, dont j'avais interviewé le patron pour cette série, M. Huang, qui nous avait dit qu'il avait failli faire faillite s'il n'avait pas trouvé des amis pour investir dans son affaire. Car les aides du gouvernement étaient sous forme de prêts. Or, même pour les restaurateurs qui surmontaient les obstacles bureaucratiques pour les obtenir, ils devaient rembourser le prêt, alors que cette période a modifié en profondeur les comportements des Taïwanais. C'est la période où ils se sont mis à avoir recours en masse aux livraisons à domicile. En tout cas, à travers nos émissions sur les tiers-lieux, vous savez bien maintenant le rôle central que jouent les restaurants dans les sociabilités du quotidien à Taïwan, bien plus qu'en France d'ailleurs. Donc vous pouvez imaginer l'impact que cela a eu sur la société. D'autant plus que c'est plutôt au second semestre 2022 que Taïwan a connu une explosion des cas de Covid. Les restaurants n'ont pas été fermés cette fois-là, mais de nombreux clients ont préféré éviter de sortir trop souvent. Comme le souligne l'entreprise de consulting Deloitte, l'industrie du zéro contact a pris son essor à ce moment-là à Taïwan avec le développement du commerce électronique, des plateformes de livraison de nourriture à domicile et le paiement dématérialisé avec son téléphone mobile, même en magasin. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ce boom du numérique a beaucoup profité aux grandes entreprises taïwanaises du secteur numérique. Sur le plan économique comme social, ce sont donc les plus vulnérables qui ont été les plus touchés par les impacts du Covid. Sur le plan économique, les PME, et sur le plan social, les Taïwanais vivant dans des logements exigus qui devaient jongler avec le télétravail et la garde des enfants, comme le souligne le sociologue Lin Zonghong de l'Academia Sinica. Une situation assez similaire à celle de la France, même si la situation taïwanaise était moins grave puisqu'il n'y a pas eu de confinement de toute la population. Mais en ce qui concerne les tiers-lieux, il faut aussi parler du rôle positif très important qu'ils ont joué dans la résilience de la société taïwanaise pendant cette période difficile. J'ai interrogé à ce sujet Huang Fanghui, qui travaille dans le domaine du community building, le soutien aux projets locaux à l'initiative des citoyens. Elle a notamment participé à la création de Ima, dans le quartier de Wanhua, un espace d'interaction et de rencontre de personnes aux profils variés que mon collègue de RTI Clément Tricot avait présenté dans l'émission La Ville en pratique. Fang Hui revient donc sur le rôle de Ima au printemps 2021. 其实也是因为那个疫情，才让我们又得到了一个启发，就是说
En fait, le Covid a aussi été un moteur pour nous, car en période normale, on ne se rendait pas bien compte des avantages créés par les relations interpersonnelles qui avaient été tissées à Yima. Mais en période de crise, par exemple justement pendant le Covid, les gens n'osaient pas venir dans le quartier de Wanhua. Même si de nombreuses personnes avaient financé des levées de fonds pour acheter de la nourriture pour les sans-abri, il y avait très peu de monde qui osait aller les voir près du temple de Longshan pour faire la distribution. Comme depuis notre création, nous avions de bonnes relations avec les associations de protection sociale, dès le lendemain de la fermeture d'Yima, nous avons été contactés par plein de petites associations qui voulaient aider les SDF, mais qui n'avaient pas assez de place dans leurs locaux. Elles nous ont demandé si l'on pouvait coopérer en utilisant Yima comme une base. Je me suis dit que ce serait en effet dommage de ne pas utiliser cet endroit. Il y avait 7 ou 8 associations qui ont donc stocké ici tous les dons qu'elles ont reçus, de la nourriture, de l'eau, des masques, du gel hydroalcoolique, etc. Leurs équipes se relayaient ensuite pour les distribuer aux personnes du quartier qui en avaient besoin, en particulier aux SDF à la gare centrale ou au temple Longshan. Pendant la distribution, les associations pouvaient aussi voir s'il y avait des sans-domicile fixe malades et les emmener se faire soigner si besoin. Cela a duré environ 3 mois et cet endroit Yima s'est avéré très utile. Même l'adjoint au maire est venu féliciter les associations à Wanhua. C'est à l'occasion de cette crise que nous nous sommes rendus compte que nous étions résilients. Les médias de masse sont passés à côté de tout cela, mais ce qui est sûr, c'est que cela permet d'alléger les services de la municipalité. On a pris conscience à ce moment-là de l'importance des liens qui avaient été tissés avec les associations et avec la mairie, de la confiance qui s'était créée. C'est la base sur laquelle nous avons organisé l'entraide en période de crise. Comme le souligne Fang Hui, c'est la période du Covid qui lui a permis de réaliser que Yima était un atout en temps de crise. C'est aussi le cas dans d'autres périodes de crise et ailleurs dans le monde, comme le disait Antoine Buret dans l'interview qu'il a donnée pour Radio Taïwan International. Il avait notamment mentionné le rôle important des tiers-lieux après la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. Beaucoup d'articles ont été rédigés et publiés sur comment les tiers-lieux ont permis de reconstruire les communautés qui étaient réfugiées après la catastrophe. D'autres articles commencent à sortir qui visent à évaluer le gain humain en cas de catastrophe humanitaire ou écologique de la présence des tiers-lieux. En gros, ces articles disent, OK, plutôt que de créer des grandes infrastructures qui permettent de protéger d'un potentiel tsunami, il faut que mieux, pour un coût moindre, il faut créer des tiers-lieux où les personnes peuvent se prémunir et prévoir finalement qu'en cas de catastrophe, ils puissent s'y rendre, se protéger, s'entraider et finalement mieux survivre. Donc c'est la question plutôt des tiers-lieux en temps de paix. Dans son livre, Antoine Buret cite un article du professeur Daniel Aldrich de la Northeastern University qui a étudié le rôle des centres culturels, des bibliothèques et des centres communautaires dans les régions touchées par la catastrophe de Fukushima. Il indique qu'après le 11 mars 2011, ce qu'il appelle ces infrastructures sociales ont permis de renforcer l'adaptation face aux risques naturels, aux facteurs de stress chroniques que sont la solitude et le manque d'interaction sociale, et ont fourni des espaces où les personnes pouvaient dialoguer, quelle que soit leur tendance politique. Le principal apport de cet article, indique Antoine Buret, c'est de montrer que la présence de tiers-lieux est en corrélation directe avec la réduction du taux de mortalité en cas de catastrophe grâce à l'entraide. À Taïwan, le dynamisme de la société civile a aussi porté ses fruits au moment du Covid lorsque des hackers civiques ont pris l'initiative de créer une application numérique permettant de savoir dans quelle pharmacie il restait des masques. Le gouvernement a quant à lui mis en place un système de rationnement des masques selon le numéro de sécurité sociale. Dans ce domaine, société civile et gouvernement ont donc travaillé main dans la main. Fang Hui pense que chaque quartier devrait avoir un lieu d'interaction comme Yima, car c'est au niveau local que l'on peut avoir le plus d'impact. Il y a des jeunes pleins d'idées et des personnes âgées isolées qui voudraient se rendre utiles. Mais le soutien du gouvernement et de la ville pour développer les initiatives locales reste très limité et les gens manquent souvent de confiance en eux pour faire ce qu'ils voudraient vraiment, considère Fang Hui. En plus, ils passent leur temps à travailler et quand ils rentrent à la maison, ils passent encore beaucoup de temps devant les écrans.
Le numérique peut donc être un outil utile, comme on l'a vu avec ces hackers civiques, mais il peut aussi devenir très envahissant. Avant, je croyais les gens qui disaient « avec le développement du numérique, tu vas voir, on aura plus de temps pour se reposer ». Mais en fait, pas du tout. On est complètement contrôlé par le numérique et l'intelligence artificielle au point que j'envie les gens qui n'ont pas de téléphone portable. Ils ont plus de temps pour eux. Pour continuer sur la thématique du Covid, j'ai demandé à Fang Hui qu'est-ce qui avait le plus changé pour elle après cette période. Avant, je me demandais toujours comment optimiser le fonctionnement de cet endroit. Quel modèle économique on pourrait avoir. Mais après le Covid, je ne trouve plus que cela soit essentiel. En fait, la compétitivité, c'est quelque chose qu'une entreprise qui vend sur le marché international doit prendre en compte. Mais pour des structures comme ici, il faudrait plutôt que nous nous posions des questions d'un autre ordre. Comment peut-on fonctionner de manière durable sans détruire ou exploiter la nature ? Je me pose de plus en plus la question de comment pourrions-nous nous développer en nous intégrant dans le cycle de la nature ? Comment changer notre attitude à partir de nouvelles expériences dans notre vie quotidienne ? Sinon, on n'atteindrait jamais l'objectif de neutralité carbone en 2050. Pour le moment, on ne réfléchit pas assez à comment mieux travailler avec la nature. Ce que l'on fait, c'est juste modifier légèrement nos habitudes de consommation, mais pour continuer à consommer. Les modèles économiques auxquels je pensais avant étaient toujours basés sur la consommation. Maintenant, je me dis que ce n'est plus primordial. Par exemple, il vaut mieux réduire les emballages, même si c'est un peu moins propre. De toute façon, ne pas vivre dans un monde aseptisé permet de renforcer notre immunité. En fait, maintenant, je pense que le plus important, c'est que chaque personne se connaisse mieux et acquiert de l'autonomie et des responsabilités pour que nous réalisions ensemble ce que nous souhaitons faire en nous entraidant. Si nous créons un réseau très fort à la base de la société, nous n'avons plus besoin de nous reposer sur les gens qui sont en haut. La période du Covid a donc beaucoup fait réfléchir Fang Hui, mais le problème c'est que bien souvent les gens voudraient du changement, mais ils pensent que ce n'est pas possible car ils n'ont jamais vu d'autres modes d'organisation. Alors justement, des lieux comme IMA ou d'autres tiers-lieux sont autant d'alternatives qui montrent qu'il existe d'autres manières de fonctionner que les relations marchandes ou, comme le dit Fang Hui, que sur la même planète, il existe d'autres manières de vivre et d'interagir. En tout cas, c'est souvent quand les tiers-lieux disparaissent que l'on prend conscience de leur importance dans notre vie, et c'est ce qui s'est passé pendant les confinements en France, par exemple avec la notion d'activité non essentielle, entre guillemets bien sûr. D'ailleurs, Antoine Buret souligne dans son livre que ne pas pouvoir se rendre dans des tiers-lieux conduit à l'atomisation de la société et à inhiber les processus politiques. Mais pendant les confinements en France, certains tiers-lieux ont ouvert leurs portes, d'abord clandestinement, puis ils ont permis aux acteurs publics, privés et aux particuliers de contribuer aux efforts collectifs, précise-t-il. On a toutefois aussi vu dans les mois qui ont suivi, et là c'est moi qui le précise, de nombreux tiers-lieux réouvrir mais être soumis à un pass sanitaire. J'ai même vu des bibliothécaires faire la grève car elles ne souhaitaient pas refuser l'entrée de la bibliothèque à certains enfants. Une situation qui ne s'est pas produite à Taïwan où, sauf exception, un tel système n'a pas été mis en place. Au fil de cette émission, on a donc pu voir qu'en période de crise, les tiers-lieux peuvent être à la fois un baromètre des difficultés économiques et sociales et des atouts pour rebondir, à condition qu'il y ait suffisamment de lieux de sociabilité qui existent au préalable et que les gens aient vraiment la possibilité de s'appuyer sur ces lieux pour s'entraider.社会吵闹，温暖的声，不管你的耳是要听也唔听，每天不断充满薄灵的声。我要来对恁讲一声抱歉，予恁来听见无奈的声。我的牵
起你的双手，行伫头前，陪你做伙行。